Comment est né Vers et Envers et pourquoi ce nom étrange venu d'ailleurs? Alors, je commence. Vas-y, je te laisse là. Honneur aux anciens. Alors, Vers et Envers, en fait, on va dire qu'il est officiellement, entre guillemets, né en décembre 2019. En fait, l'origine, c'est qu'on fait partie d'un groupe actuellement avec Jacques, qui s'appelle Sublunaire, et on faisait beaucoup de compos. Enfin, Jacques, qui est le principal compositeur du groupe, fait beaucoup de compos, et on est arrivé à un seuil où il y avait beaucoup de compos. On s'était concerté, on avait beaucoup d'idées, et en fait, on voyait qu'on ne pouvait pas insérer ces nouvelles chansons dans le groupe parce que pour insérer des nouvelles chansons dans un groupe, ça prend du temps. Hein, il faut une osmose, chacun y va de son arrangement, chacun essaye d'apporter quelque chose. Donc ça prend énormément de temps. Et en fin de compte, on a commencé comme ça. On a acheté un petit 4 pistes et le projet, sans être un projet d'ailleurs, est parti comme ça. Et après, effectivement, quand on a eu, je ne sais pas, une douzaine de chansons, ou je ne sais plus combien il y en avait. 5-6. Oui, peut-être 5-6 au départ. Ça au départ, ouais, voilà. 5-6. On s'est dit, bon, tiens, pourquoi pas officialiser la chose, on va dire, et créer un duo, comme ça, en marge du groupe, on pourra laisser libre cours à notre création, et voilà. Oui, alors c'est ça, pour ajouter, effectivement, quand on déborde d'idées, d'inventivité, de créativité, il n'y avait plus assez de place dans le groupe dans lequel nous travaillons. Ouais. Donc, on s'est dit, oui, une deuxième structure, ça peut pas faire de mal. Et donc, du coup, on a pu continuer à fabriquer, inventer, créer, même s'il y a des choses à jeter, à laisser de côté, oui, on va dire. Et donc pourquoi le nom alors? L'idée, c'est que dans le groupe dans lequel on est, Sublunaire, on avait des choses qui manquaient peut-être un peu de poésie, d'acoustique, ça reste quand même très électrique. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la poésie? Il y a des vers, il y a des... Voilà, et partant du constat qu'on voulait quelque chose de plus poétique, plus acoustique, on s'est brainstormé, on s'est fait du remue-ménage, pour parler français, sur qu'est-ce qui pouvait correspondre à de la poésie, donc les vers, et pourquoi en vers, parce que derrière les vers, à l'envers des vers, il y a nous. Voilà, il y a un alter ego en fait entre le jeu. Quelle est la genèse de cet album? Comment est né le projet? Alors le projet, il est né d'un trop-plein, surtout très longtemps la mythologie m'obsédait, moi. Enfin, tout ce qui parle de l'homme, des croyances de l'homme, de l'historique, de comment se construit l'homme par rapport à une mythologie. Enfin, l'homme crée une mythologie. Et c'est un peu les rails. Donc, très longtemps, c'est un truc qui m'a interpellé. Quand j'entendais des chanteurs parler de chanter la mythologie, je me disais, ah oui, ça c'est bien, ah j'aimerais bien faire ça. On avait commencé à écrire une première chanson qui s'appelait Ad Olympus Aeternam, qu'on a réussi à faire rentrer dans le projet, mais qui justement parle déjà de cette idée. Et je crois que c'est à peu près tout. Enfin, voilà, peut-être dire que c'est le concept du projet est parti au mois d'été 2020. En juillet, oui. En juillet 2020. En juillet, oui. Voilà, quand tu m'as dit, voilà, j'ai beaucoup pensé, j'ai réfléchi, j'ai commencé à faire des brides de morceaux, et quand il m'a exposé ses premiers travaux, ses prémices de chansons, et tu m'as parlé du projet, j'ai dit oui, moi j'étais tout de suite d'accord évidemment, et bon, c'est parti de là. Alors, au départ, il devait y avoir juste 5-6 chansons, 5-6 morceaux, sur une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, j'avais envisagé ça. Et au fur et à mesure que le projet s'est construit, il s'est étoffé, il s'est élargi et a pris plus d'ampleur. Donc, ce qui fait qu'on a travaillé 6 mois sur ce projet, qui fait maintenant presque 1 heure, 45-50 minutes, quelque chose comme ça, donc avec une quinzaine de morceaux. Alors, Irae, c'est quoi? C'est une colère?
Alors au départ, j'avais intitulé le projet Irae Fatorum, donc la colère du destin, plus exactement, puisque je voulais rentrer l'idée de la colère des dieux, la colère de l'homme et le destin auquel nous sommes tous intimement liés. Le Fatorum est devenu un peu redondant, un peu lourd pour la suite du projet quand on écoute l'album dans son intégralité, il finit sur quelque chose quand même de moins coléreux, de plus apaisé. Donc le Fatorum ne s'imposait plus, la colère ne s'imposait plus. Enfin, oui, c'est ça, la colère n'y est plus, mais il y a plutôt un questionnement, moi je disais. Oui, Ce qui me faisait penser un petit peu, c'était... pour moi, c'est une vision un peu futuriste, en se questionnant qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans, comment va évoluer l'être humain, sans avoir de réponse, et se poser la question, quoi, tout simplement. Voilà. De quelle façon avez-vous travaillé vos créations? Répartition des paroles pour l'un et des musiques pour l'autre? Alors, naturellement, Jacques fait de la composition, il écrit aussi. Moi, je viens aussi comme ça me faufiler en écrivant quelques textes. Mais naturellement, on a trouvé notre place parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, on est parti sur 5-6 morceaux. En évoluant, on a eu d'autres idées, on va développer ça, on va essayer d'être... voilà, d'expliquer plus les choses. On était un petit peu inspiré par d'autres horizons. Et naturellement, on s'est un petit peu comme ça baladé. L'un a apporté des textes, l'autre les arrangements. Voilà. Et les arrangements, en tout cas, ont été de nous deux. Hein, chacun on a amené notre... Oui, oui. En fait, oui, c'est ça. C'est vraiment une partie de ping-pong qu'on a joué. Voilà. Il y en a un qui faisait. Alors c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai commencé, mais bon, ça, voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le service. Donc j'ai servi au départ, et puis la suite c'est vraiment une partie de ping-pong, c'est-à-dire que j'envoyais des trucs, Jean-Jacques me renvoyait d'autres trucs, il modifiait, il améliorait. Du coup, je reprenais, je recommençais, on remixait, quand on avait remixé, on renvoyait, on retouchait le mixage. C'était fastidieux hein, parfois. C'était, oui, c'était un peu compliqué. On travaille sur 2 studios différents, donc il fallait intégrer. Mais après, les paroles, ben, je pense que oui, moi j'ai fait quelques textes. Jean-Jacques en a fait quelques-uns aussi, qui sont pas des moindres. Hein, je veux dire, on a mêlé tout ça. Je crois que la partie la plus importante du morceau, du projet, c'est Siophyrix, qui est vraiment le point culminant. Mais on en reparlera plus tard. Oui. On remarque une curiosité sur la pochette, notamment le rouge du recto qui contraste avec le bleu pastel du verso. Dites-moi, est-ce que c'est voulu? Alors, est-ce que c'est voulu? Mais oui. Disons que chacun a fait. Voilà. Il y en a un qui a fait le recto, l'autre qui a fait le verso. Voilà. Donc l'idée, Jacques, pareil, il nous expliquera, enfin, il nous dira d'où vient ce recto. Et effectivement, sans le vouloir, mais finalement, naturellement, ça s'est imposé. On a dit on va faire un contraste entre la couleur rouge vif du recto et le bleu pastel, qui rappelle un petit peu, d'ailleurs le bleu pastel un petit peu, c'est pour ça, un peu les cieux, tout ce qui est un peu les dieux. Ouais. Donc voilà, on a voulu un petit peu... Donc l'un est plutôt épuré, voilà. Colérique. Et colérique et épuré, et l'autre est plus... plus cieux. Plus cieux, voilà. Donc on a trouvé ça rigolo finalement de faire ce contraste-là. Oui, oui. J'ai visité l'expo les Lumières à la base sous-marine de Klimt. Et j'avais pris une série de photos de tout ce qui se passait là-bas. Et cette photo avec les colonnes, qui ne sont pas vraiment des colonnes, mais donnait une impression élyséenne un peu du projet. Et donc en faisant un petit montage, j'ai réussi à mettre Irae, puis voilà, donc et ça donnait la colère des dieux avec les colonnes élyséennes. Voilà, et je trouvais que ça allait très bien. Et c'est très bien.
On constate aussi des morceaux très courts d'ambiance et d'autres comme Sieux Fyrix, qui est le numéro 10, plutôt chargé. Je pense que ça mérite explication. Oui, alors les morceaux courts, en fait, on va recadrer tout ça. Le projet, il est né quasiment avec le premier morceau, celui qu'on appelle la doua. Euh, les morceaux courts, ils servent à introduire, à accoucher le morceau suivant, en fait, plus exactement. Ce sont des morceaux d'ambiance, des morceaux d'introduction. Les deux parties de Élysée nous font entrer dans l'histoire de la mythologie numérique, puisqu'on a juste derrière au processeur final qui sont enchaînés, les deux processeurs finaux qui sont enchaînés. Donc voilà comment se sont construits les morceaux. Et les deux processeurs finaux enchaînent un morceau, donc qui est vraiment le nœud. Ouais, moi je disais que c'est le cœur aussi, le cœur du projet, Sieux Fyrix. C'est-à-dire là on a toute. On s'est lâché là. On s'est lâché, mais surtout on a toute la genèse du début jusqu'à la fin du morceau, du projet, sur ce morceau quasiment. Si on devait garder un seul morceau, ça serait Sieux Fyrix. D'ailleurs, c'est pas celui qui a eu le plus de. Non. Enfin, de succès, c'est pas, on peut pas parler de succès, mais certaines personnes ont moins accroché parce qu'il est très, très lourd, il y a beaucoup de choses dedans. Oui. Donc on peut s'y perdre, mais en fait, pour nous, c'est vraiment le morceau un petit peu référence. Et Sieux Fyrix, c'était vraiment là, on a tout mis dedans. Enfin, les cris, en tout cas, a beaucoup d'importance. Et aussi le rythme qui change. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce morceau. Oui, le rythme, l'échange aussi, parce que c'est un échange des cris. Ouais. Vraiment, voilà. Il y a des morceaux très courts d'ailleurs qui sont, moi je trouve ça superbe. Et justement, on parlait de la doua. Dès que j'ai écouté la doua, la musique de la doua, j'ai dit ah oui, ça donne l'imaginaire s'ouvre. Il s'agit là de ton destin final. Quel est ce son d'outre-tombe dans À la lumière, qui est le numéro 14? Alors, quel est ce son d'outre-tombe, monsieur? Alors, ce son d'outre-tombe, je suis ma culture musicale étant très ziplinienne, on sait que Jimmy Page, qui est pour moi la référence absolue de la composition musicale, dans un de ses morceaux qui s'appelle Dazed and Confused, utilise, sur les conseils d'un violoncelliste, un archet de violoncelle sur la partie centrale du morceau. J'ai voulu m'essayer à cet exercice, au départ sur ma guitare acoustique. Ça donnait quelque chose d'intéressant, mais il manquait des choses. Donc en fait, j'ai adjoint à ce son des effets de type flanger, de type rotary. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Les musiciens, les guitaristes et les claviéristes savent à peu près de quoi je parle. Le flanger, c'est un morceau. Même les chanteurs, hein. Même les chanteurs, quelquefois utilisent quelques effets. C'est vrai. Mais donc le Rotary, c'est un espèce de haut-parleur qui tourne, enfin de micro qui tourne autour du haut-parleur, qui donne justement ce son et auquel j'ai fini par adjoindre de la reverb de façon à donner cette profondeur qui donne ce son d'outre-tombe. Flanger plus Rotary plus reverb, en fait, on a l'impression effectivement qu'un mort se réveille. La gorge enrouée, enfin c'est un peu mieux que ça quand même parce que c'est mélodique. J'ai fait une mélodie là-dessus. On peut avoir l'imagination. Donc c'est À la lumière et c'est le numéro 14. Un enregistrement d'album ne peut se faire sans anecdote. Je présume que vous en avez des tonnes. Oui, enfin des tonnes, peut-être pas. Peut-être pas des tonnes, non. Mais il y en a certaines qui sont assez cocasses. Moi, je me souviens que donc l'été 2020, j'ai enregistré avec ma Zoom qui prend donc le son. J'ai été sur les petites falaises bretonnes, où j'ai été salut les amis bretons.
J'étais là planté devant la petite vague, la grande vague, en essayant de repérer le meilleur des sons, en faisant attention au vent. Bref, c'était assez cocasse. J'étais là figé. Et certains, en passant, devaient se demander qu'est-ce que je foutais là, en plein milieu. Quelquefois, il faisait pas spécialement beau. Ça dépend des jours. Hein, je ne veux pas dire... Surtout en Bretagne. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, il y a une autre anecdote aussi qui est... voilà. C'était dans une crêperie, donc bretonne. Et j'ai à un moment donné, je vais aux toilettes. Et j'entends... il y avait un courant d'air, mais incroyable, qui me faisait penser justement à un blizzard, un petit peu. Et donc, je suis revenu, j'ai pris mon enregistreur et j'ai enregistré ce fameux blizzard, ce vent, ce courant d'air qu'il y avait dans les toilettes. C'était assez formidable et qu'on a laissé d'ailleurs dans le morceau. On entend, qui n'est pas au premier plan, mais qui existe là. Voilà, c'était ce qui est assez marrant, quoi. Comme quoi, où vont se cacher, où vont se nicher les enregistrements. Ouais. Ouais, moi, comme anecdote, j'ai un peu du même style. On était en vacances en Dordogne, dans un coin vraiment, vraiment perdu. Il y avait des oiseaux, des abeilles, et donc l'idée m'a pris, mais j'imaginais pas à quoi j'allais m'en servir. Ça finit par me servir, hein. J'ai sorti mon ordinateur, mon interface audio, j'ai branché mon micro et je me baladais avec mon câble de 10 mètres dans le jardin à capter un oiseau, à capter des abeilles en train de butiner. Ça, c'est très rigolo parce que ça fait un bruit assez conséquent, les abeilles. On les entend, cette partie d'enregistrement, elle est sur les deux morceaux Élysée. Ça introduit là, je suis dans un buisson avec mon micro en train d'enregistrer les abeilles en train de butiner, qui ne sont pas perturbées d'ailleurs par mon arrivée, pas plus que ça. Puis après, les oiseaux, un avion qui traverse le ciel en pleine campagne, quelquefois un tracteur qui démarre. Voilà. Il se passait plein de choses. Et donc, j'ai enregistré en me disant que si ça servait, ça servait. Voilà, c'est ça. Il y a des brides d'enregistrement qui n'ont pas servi, mais on se disait, enfin moi de mon côté aussi, je me disais, tiens, pourquoi pas, ça peut rentrer dans le projet. Puis après, quand on avançait sur les morceaux, on disait, bah peut-être pas ça, mais oui, ça on le garde. Enfin bon, il y avait des tas de des petits trucs. Bon. Certains retours ont parlé de musique numérique, instrumentale et particulière, surréaliste, poétique. On a même parlé de musicalité de Bachung et de réminiscence de La Mort d'Orient de Gérard Manset. Et vous en pensez quoi ? J'ai écouté attentivement La Mort d'Orient. Je n'arrive pas à trouver le lien entre La Mort d'Orient et ce qu'on fait, mais après, mon oreille n'est pas parfaite non plus. Je me sens en général plus proche de Bachung, mais là, ce qui m'a vraiment inspiré, on en revient un peu à la première question, c'est toute cette histoire de mythologie qu'on retrouve chez Hubert Félix Thiéfaine. Hubert Félix Thiéfaine est souvent fait référence à tout ce qui est mythologie, Dieu, mort, tout ça. C'est un univers qui m'a toujours fasciné, et chaque fois que j'entends des chansons de Thiéfaine, je me disais, j'aimerais bien arriver à faire quelque chose des chansons de cet ordre-là. Je n'ai pas fait du tout du Thiéfaine, on a fait du vers zéro vers. Mais voilà, mon inspiration va se trouver plutôt là que chez... Alors pour le coup, oui, pardon. La Mort d'Orient. Et du coup, la musicalité de Bachung, est-ce que tu... ouais, enfin, ça c'est des ressentis. Hein, oui, c'est des ressentis, parce que moi, je sais pas trop. Oui, voilà, nous on n'a pas la même oreille. Je ne ressens pas. Mais de toute façon, oui, Bachung fait partie de mes maîtres à ce qui concerne le travail de composition, d'écriture et de réécriture. Surtout, c'est ce qu'on voit chez Thiéfaine, d'ailleurs, un peu le boulot qu'on a fait aussi, c'est de la réécriture, de la réutilisation de textes qu'on se transmettait l'un à l'autre. Et bon, on n'est pas Bachung. Mais... Non, voilà. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup d'humilité. Merci d'avoir. Enfin, après le ressenti de chacun effectivement est différent. Donc si voilà, ça fait plaisir quand même à entendre. Absolument. Après, ce qui est sûr, c'est que particulière, j'allais dire oui, surréaliste, oui. Quelquefois, on peut assimiler ça au surréalisme, les peintures surréalisme. Ça peut s'englober poétique évidemment. Alors pour ce qui concerne La Mort d'Orient. La Mort d'Orient. Moi, j'ai réécouté l'album et alors, moi, peut-être contrairement à toi, alors
c'était très légèrement perfectible, mais j'ai senti des éléments qui ressemblaient un petit peu à ça. Ouais. Et je pense que oui, je comprends très bien ce qu'on voulait dire la personne en particulier qui parlait de ça, et je l'ai ressenti aussi un tout petit peu. Donc voilà, en fait, il y a eu d'autres. Mais c'est bien d'avoir réagi comme ça, de façon brute, de savoir ce que les gens pouvaient penser de ça. C'est intéressant finalement, quoi. Oui. Voilà, même dans le côté négatif, même si ça n'a pas plu, si on peut argumenter, voilà, moi, on est preneur, quoi, en tout cas. Oui, puis de fait, ça montre, ça pointe bien du doigt nos influences, de façon générale. Oui. Et la suite de vos aventures musicales et poétiques? La suite, pour l'instant, on ne peut pas vous dire précisément de ce qu'il en viendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a enfin, c'est pas un projet, hein. On a commencé à faire d'autres morceaux. On ne sait pas trop où aller, dans quelle direction aller pour l'instant. Ça va peut-être prendre forme, mais il n'y a rien de défini. En tout cas, il y a une chose quand même qui est très importante, c'est que grâce à cet album, on a pu prendre conscience comment il fallait travailler. On sait les erreurs à ne pas commettre. Ça nous a appris beaucoup sur notre envie musicale, et puis c'est la façon de créer les morceaux, de les imbriquer l'un et l'autre. Ça, je pense que c'est très important pour le futur. Et donc, de ce côté-là, ça est très enrichissant. Et donc, après, on est sur notre navire, sur notre vaisseau, et on va voir où le vent nous mène. C'est ça, oui, disons qu'on ne manque pas d'imagination et de créativité, donc ça paraît peut-être un peu orgueilleux de dire ça, mais c'est vrai, quoi. En fait, on ne s'arrête jamais, donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête maintenant, d'autant plus qu'on a trouvé un espèce de rythme de croisière, on a trouvé ça faisait longtemps, hein, avec Jean-Jacques qu'on avait trouvé comment on fonctionnait, mais là ça a été encore un peu plus loin. On a avancé encore d'un pas vers notre capacité de création, et notre écoute et la façon dont on se perçoit et ce qu'on peut demander à l'autre. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est l'osmose des deux, en sachant que l'un ne pourra pas apporter forcément ça, que l'autre va apporter justement ce petit détail de musique qui fait qu'on progresse. Et c'est comme un escalier, quoi, un escalier qui monte au paradis. Oui. Peut-être au paradis, je ne sais pas. Enfin bon, bref, on sait que donc il n'y a pas de suite logique à ça, en tout cas. Mais on va voir. Je sais pas. On va voir. Oui. De toute façon, on manque pas d'idées, donc oui. Maintenez-vous au courant sur la page Facebook de Vers et Envers. On vous tiendra au courant de ce qui se passe. Et donc, si vous voulez, pour l'écoute de cet album Irae, allez sur... Ah oui, il faut aller sur Bandcamp. Donc, j'enverrai le lien. Oui, autrement, en tapant Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P sur Google, on doit le trouver. Et dans Bandcamp, vous cherchez Vers et Envers. Donc, n'hésitez pas à réécouter. Si ça vous tente, vous participez à l'album et vous nous dites votre ressenti. Pour nous, c'est important. Surtout, oui, ça fait partie des choses les plus importantes. Voilà. Ciao, ciao. Merci de votre écoute, et puis à bientôt. À bientôt. Danser là si vite, dérouler dans l'arrêt, plusieurs fois sans suite, suivre des yeux la scène,